Et bonjour tout le monde sur YouTube, sur le YouTube du Planétarium de Vaux-en-Velin. Eh ben oui, on continue, en tout cas, nous, on continue en cette crise sanitaire de vous proposer des lives dans l'opération Planétarium at Home, que vous voyez avec le logo à ma droite, donc à la gauche de moi pour vous, voilà, c'est compliqué, c'est à l'envers sur la caméra, enfin bref, et donc cette opération, eh bien, elle est divisée en 3 petits volets. Le lundi, on reçoit des astronomes, et des chercheurs, chercheuses dans des domaines connexes à l'astronomie et à l'astronautique. Disons que ça peut être des chercheurs en physique des particules, ça peut être des astronomes, ça peut être des astronautes même, ça peut être aussi des ingénieurs spatiaux, etc. Ça s'appelle Astronome at Home, et le mercredi, nous faisons Médiation at Home, où nous vous recevons pour une séance de médiation en ligne. Alors ça peut être du planétarium en ligne avec des logiciels d'astronomie, ça peut être des jeux liés à l'astronomie qu'on explique, et on joue, on en profite pour expliquer l'astronomie avec, ça peut être des quiz, ça peut être des scriblio pour les gens qui connaissent ce jeu de dessiner c'est gagner, et enfin le vendredi, une fois sur deux, donc une semaine sur deux, nous recevons des vulgarisateurs et vulgarisatrices d'internet. Vulgarisation at Home, ça peut être des youtubeurs, des youtubeuses, des twitchers, des twitcheuses, des personnes qui font de la vulgarisation sur Twitter, dans des journaux, etc. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'opération Planétarium at Home. Et donc cette fois-ci, nous sommes le mercredi 31 mars 2021. Pour vous, du coup, ce sera dans le passé, puisqu'on mettra, je vous rappelle, pour les gens qui sont en live, les vidéos après la crise sanitaire en ligne sur la chaîne du Planétarium. Et on vous donnera du coup, bien sûr, l'adresse de cette chaîne en temps et en heure, et c'est promis. Voilà, vous aurez tout ce qu'il vous faut quand elle sera prête. Voilà, et donc, comment ça marche le quiz astro? Donc c'est le 5e, on a la revanche, normalement j'ai bien compté, ça fait 1, 2, 3, et puis 2 pour revanche, normalement ça fait 5. Et donc, il y a 4 manches, avec 4 thématiques, 8 questions par manche. Comment on fait? Eh bien, au bout des 8 premières questions, on compte son score sur 8, on le partage, et ensuite, au bout des 32 questions, on donne son score sur 32, et puis on le partage. Le but n'est pas bien sûr de gagner, ça c'est votre petite gloire personnelle, bien sûr, c'est important, mais le but c'est surtout d'apprendre des choses, et on discutera des réponses s'il y a des choses que vraiment vous trouvez très bizarres, et j'essaierai de vous apporter quelques anecdotes au fur et à mesure. Et voilà, allez, on va commencer parce que sinon je mets toujours trop de temps à faire ces sessions, je sais que vous adorez ça, moi aussi, mais je vais essayer de pas durer 3 heures cette fois-ci, et on y croit, c'est parti, on va être efficace. Et allez, c'est parti. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Kenny Note, bonsoir à toi. Je crois que tu es déjà venu plein de fois en plus. Bonsoir Zébulon34, bonsoir Framini. Et bonsoir Paulos Saint-Teddy, je crois que je t'avais déjà dit bonjour. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est sur les starting blocks pour cette nouvelle session du Planétarium Quiz Astro numéro 5? J'ai prévu pour vous 4 thématiques. La première, ce sera Jupiter. La deuxième, ce sera les femmes astronautes. La troisième, ce sera Pluton, et la quatrième, ce sera la Lunar Gateway, la nouvelle station qui sera proximité de la Lune. J'en dis pas plus, sinon je vais vous spoiler. Allez, c'est parti. C'est là que ça se passe. Top. Manche numéro 1 concerne donc Jupiter. Alors, combien de sondes ont orbité Jupiter? Alors, vous avez ici les propositions 1, 2, 5 ou 10. Je vous partage le lien pour voter. We are go for launch, c'est ça. Et voilà, vous pouvez juste cliquer sur le petit lien que je vous ai donné. Cela vous donnera accès au vote. Moi, de mon côté, je prépare l'affichage des résultats. Et puis, vous pourrez, du coup... vous pouvez voter. J'attends quelques secondes, histoire que tout le monde ait bien le temps de voter. De mon côté, j'affiche les résultats. Voilà. Tac. Tac. Voilà, c'est parfait. Alors, j'attends un petit peu. Je sais pas combien de gens qui jouent actuellement. Pour l'instant, je vois 9 votes. Je vais attendre encore un petit peu. Comme ça, la première question va permettre de me voir à peu près combien de personnes jouent par rapport aux personnes qui regardent. Ça permettra de me dire un petit peu quand est-ce qu'il faut que je stoppe le chrono. 11 votes pour l'instant. J'attends encore quelques secondes pour voir s'il y a d'autres gens qui jouent. 12 votes. Très bien. Je t'entends mal, mon chat ronfle à côté de moi. Mais c'est bien ça. C'est un très bon antidépresseur, paraît-il. Ça marche très bien les chats. Enfin non, pas paraît-il, c'est vrai. C'est vrai, c'est très très bien.
Allez, je vois que y a le décompte ne change plus. Allez, c'est parti. On affiche le résultat. Le résultat que voici, eh bien, qu'est-ce que vous m'avez répondu? Vous m'avez répondu un maximum pour la réponse 3. Alors attention, il y avait un piège, c'était bien orbiter Jupiter et non pas survoler Jupiter, puisqu'effectivement, si on compte toutes les sondes qui ont survolé Jupiter, il y en a un sacré paquet. Les sondes Pioneer, les sondes Voyager, la sonde New Horizons, la sonde Cassini, etc. Mais là, je voulais les sondes qui ont orbité Jupiter, et il n'y en a que deux. Il y a eu Galileo en 97, si je ne me trompe pas, et Juno qui est actuellement autour de Jupiter. Et bah, les autres, ce ne sont pas des orbiteurs. Voilà. Et donc, les personnes qui ont répondu la réponse 2, eh bien, peuvent se compter un point. La réponse 2, il y a eu 2 voix. Bravo à vous. On passe à la suite. C'est parti. Alors, je transitionne. Voilà, pouf. Question numéro 1.2. Quel est le diamètre de Jupiter? Est-ce que c'est 140 000 km? Est-ce que c'est 1 million de kilomètres? 2,21 gigawatts. Est-ce que c'est 180 000 km? Ou est-ce que c'est 325 000 km? Allez, je vous prépare le petit stropole qui va bien. Question 1.2. Réfléchissez pendant ce temps-là. Et le vote sera disponible dans 3, 2, 1. Top! Ouais, Général Icala a parfaitement raison. Cette personne fait de l'astronomie amateur, elle se plante souvent. Et ben moi, figurez-vous que j'ai appris des choses en préparant le quiz, donc rassurez-vous, tout va bien. Salut Inès Vidéo, bienvenue. Allez, je vous laisse voter sur le petit lien que je vous ai donné. Moi, je vais afficher les résultats de mon côté. Alors, je vois que les gens sont un peu plus d'accord que sur la question précédente. Alors, petit indice, Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. La Terre fait 12 700 km de diamètre, pardon, et Jupiter est la plus grosse. Voilà, je vous donne pas plus d'infos parce que sinon je vous donne la réponse. Tu veux le lien? Tiens, le voilà, Inès Vidéo. Bah ça va, t'as raté une seule question, donc c'est bon, pas de souci. Alors, où en sommes-nous? Je vois qu'il y a 13 votes, j'attends juste que Inès Vidéo fasse son vote, puisque je viens de lui donner le lien. Voilà, je crois que je l'ai récupéré. Allez, c'est parti. J'affiche les résultats. Hop. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous m'avez dit un maximum de 6 voix pour la réponse 1. Effectivement, c'est 140 000 km. Alors, un moyen de mnémotechnique pour s'en souvenir, approximatif. Hein. Le Soleil, c'est 1 400 000 km de diamètre. Donc, c'est 10 fois Jupiter, en gros. Et Jupiter, à peu de choses près, c'est 10 fois la Terre. Voilà. C'est vraiment à la louche. La Terre, c'est 12 700. Voilà, donc on va dire à peu près 10 fois. Et donc, ça veut dire que le Soleil, en diamètre, c'est à peu près 100 fois la Terre. Un bon moyen pour se souvenir un petit peu des dimensions de ces corps dans le système solaire. Voilà, et donc ça pouvait pas être 1 million de kilomètres, sinon ça aurait été une sacrée étoile et non plus une planète géante. Enfin, une sacrée étoile, une petite étoile, on va dire, et non plus une planète géante. Allez, on passe à la suite. Question 1.3. Quelle est environ la distance Jupiter-Soleil? Alors, l'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. C'est l'unité qu'on utilise pour les distances dans un système stellaire ou dans un système planétaire. C'est plus pratique. Et c'est 150 millions de kilomètres. Donc la question, est-ce que Jupiter est à 3 fois la distance Terre-Soleil? Est-ce qu'elle est à 10 fois, 5 fois ou 12 fois? Je vous laisse réfléchir quelques instants et je vous donne le lien dans quelques secondes, le temps que je le crée. 1, 2, 3, 4... Créer, voilà, je vous le transmets de ce pas. Le voici. N'hésitez pas à poser des questions sur les questions, si jamais vous ne comprenez pas une question, ou si jamais vous ne comprenez pas une réponse. Voilà, c'est important, je suis là pour ça. Je ne suis pas là que pour vous faire jouer, je suis là aussi pour vous éclairer. Allez-y, j'attends vos réponses avec impatience. Alors, je vois que 4 personnes ont voté pour l'instant, 6 personnes. Pour l'instant, les gens ont l'air assez d'accord entre eux. Alors bien sûr, c'est une distance approximative. Hein. D'une part parce que les planètes n'ont pas des orbites circulaires, elles ont des orbites un petit peu elliptiques, ce qui fait qu'elles se rapprochent et elles s'éloignent du Soleil. Donc déjà, il faudrait prendre une distance moyenne. Et là, vraiment, j'ai pris... j'ai approximé à l'unité. Hein. Voilà. Mais normalement, il y a
Il y a quelques décimales derrière. C'est normal qu'il y ait la minette qui braille, ma chérie? Il y a la minette qui miaule? C'est normal. D'accord. Parce qu'elle veut venir ici. Ok, j'ai des chats chez moi et je les entends miauler, je me demandais ce qui se passait. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ce n'est pas vous qui miaulez, en tout cas, ça va. Je ne crois pas, en tout cas. Allez, je vais afficher les résultats. Je pense que là, il y a une quinzaine de personnes qui ont voté. Combien de temps dure le quiz? Je vais tenter de faire 1h30. Normalement, à 20h, on a fini. Voilà. Normalement, à 20h, on a fini. Allez, c'est parti. Top, on transitionne. Question 1.3, c'était bien 5 unités astronomiques. Bravo, bravo aux 10 personnes qui ont trouvé 5 fois la distance Terre-Soleil. Voilà, donc c'est vraiment tout près de chez nous. Alors du coup, ça fait de l'ordre de... Alors du coup, 500 millions plus 5 fois 50 millions, ça nous fait 5 fois 50, que je me trompe pas, ça fait 250. Donc ça fait 750 millions de kilomètres, grosso modo, si j'ai bien fait mon calcul. Voilà. Du Soleil, bon après, on enlève 150 millions pour avoir la distance à la Terre. Grosso modo, en général, on dit que Jupiter est à, en moyenne, 600 millions de kilomètres de la Terre. Voilà, tout simplement. Allez, je recache ça, voilà, et je vous mets la question d'après. Question 1.4. Question 1.4. Quel est le composant majoritaire de l'atmosphère de Jupiter? Est-ce que c'est de l'ammoniac? Est-ce que c'est de l'hélium? Est-ce que c'est du méthane? Ou est-ce que c'est du dihydrogène? Je vous mets le lien ici. Et voilà. Et bienvenue, Brown Dog Me. Tu as raté juste 3 questions. Voilà. Donc c'est pas... Mars, ça doit être 2 UA environ. Oui, c'est ça, grosso modo. Mars, c'est quoi J'ai pas la valeur sous les yeux. Je sais pas si je tente d'ouvrir une autre fenêtre en plus sur mes écrans. Attendez. Peut-être que si j'ouvre un Firefox et pas un Explorer, parce que sinon ça va interférer avec mon setup. Attendez, je vais vous dire ça. Mars demi-grand axe. Alors, avec précision, je vais vous dire 227 944 000 km pour Mars, 1,52371 unités astronomiques. Voilà, c'est ça. Voilà la réponse. Bah écoutez, si vous êtes prêts, je peux vous donner les résultats quand vous voulez. On en a 15 votes pour l'instant. 15 votes. Et dire que j'ai vu un reportage à France 5 l'autre soir, c'était sur Jupiter, j'ai pas trop écouté. Ah, mais c'est pas grave. C'était pas le moment, c'est pour ça. Allez, j'affiche les résultats. On y va, pouf. Et la réponse était, bien sûr, le dihydrogène. Et oui. Le dihydrogène, c'est en fait, Jupiter est une planète gazeuse, donc elle a récupéré tout le gaz qui était en train de s'échapper du système solaire 1 million d'années après la naissance du Soleil, pas beaucoup plus. Donc elle s'est formée très vite. On en parlera un peu plus tout à l'heure pour les détails. Et ce gaz, c'est le même gaz qu'il y a partout dans l'univers, hein, avec 92% d'hydrogène et 7% d'hélium, hein, grosso modo. Plus d'autres choses, puisqu'il n'y avait pas que ça à cet endroit dans la nébuleuse qu'il y a, dans le disque protoplanétaire, il y avait d'autres matériaux bien sûr, mais ce qui fait que, alors, je ne sais plus quelles sont les proportions, je crois que c'est 80% d'hydrogène, quelque chose comme ça, j'ai plus la proportion en tête, si je marque Jupiter, je n'ai plus la proportion en tête, je vais vous dire ça, faut que je cherche atmosphère, composition chimique, voilà, 86% de dihydrogène, hein, grosso modo, hein, dans la haute atmosphère en tout cas, parce qu'après en dessous c'est plus compliqué à mesurer bien sûr, et 13% d'hélium, voilà. À peu près, c'est ça les proportions. Ouais, Zébulon est en train de vous spoiler la suite. Allez, c'est parti. Qui a découvert les 4 plus grosses lunes... vous voyez rien en fait là, vous ne voyez rien du tout. Voilà. Qui a découvert les 4 plus grosses lunes de Jupiter? Est-ce que c'est Johannes Kepler? Est-ce que c'est William Herschel? Est-ce que c'est Galileo Galilei? Ou est-ce que c'est Nicolas Copernic? Oh, celle-là, elle n'est pas trop dure. Je pense que vous devriez y arriver sans trop de difficultés. J'ai mis des questions un petit peu faciles aussi vers moment, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Hop.
Et j'ai mis aussi des questions dont je connaissais pas la réponse avant aujourd'hui, quand j'ai préparé mon test. Donc voilà, c'est ça, vous savez, c'est pas grave si vous savez pas, parce que même moi, certaines questions, je les connaissais pas avant. Voilà, j'ai appris des choses en préparant cette émission. Voilà le Stropole. Allez-y. Et je vais préparer les résultats de mon côté. Alors, je vois que les gens sont à peu près d'accord entre eux. Ouais, donc c'était bien une question facile, parce que les gens ont l'air à peu près tous d'accord. À quelques voix près. Alors, est-ce que j'attends encore un petit peu? Non, c'est bon. Tout le monde a voté. En tout cas, toutes les personnes qui participent. Attention, je montre les résultats. Approchez, approchez. Hop. Et c'était bien sûr Galilée. C'est Galilée qui a découvert les 4 plus grosses lunes de Jupiter, qui sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Du coup, elle s'appelle les lunes galiléennes. Voilà, il les a découvertes avec sa lunette de Galilée. Et après, bien sûr, on a découvert plein d'autres. On en est à, je sais plus, 60, 70. Je connais pas le nombre exact. Je crois même qu'on est à 80 maintenant. Ça monte tout le temps. Attendez, où est-ce que c'est peut-être écrit là où je suis? Satellite connu 79. Voilà. Donc il en avait vu 4. Alors, à savoir que Ganymède, je crois que c'est. Est-ce que Ganymède est plus grosse ou plus petite que Titan? Je ne sais jamais, mais en tout cas, c'est plus gros que la Lune. Je crois que Io est plus petite que la Lune et les 3 autres sont plus grosses. Que je vérifie. Ganymède fait 5262,4 km de diamètre. Et Titan, pour vérification... Est-ce que c'est Titan ou Ganymède? Je ne sais plus qui gagne le match entre les deux. Titan. On est à 5151, donc c'est effectivement Ganymède qui est bien plus gros que Titan, et donc qui est la plus grosse lune du système solaire. Voilà. Le diamètre de sa lunette. Alors ça, je ne sais pas du tout, mais c'était vraiment un tout petit instrument. Alors je regarde, je connais pas cette information, donc je vais chercher. Je sais pas si je peux trouver ça. Je sais pas du tout. Si quelqu'un sait, c'est une question intéressante. Mais c'était une petite lentille, hein, vraiment, il a dérivé ça des longues vues, en fait. Parce que les navigateurs hollandais utilisaient déjà des longues vues à l'époque. Et il en a conçu une version pour regarder le ciel avec. Alors par contre, je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle était la taille de cette lunette. Allez, on passe à la suite. Question 1.6. De quoi sont... Attendez, je fais la même erreur à chaque fois. Voilà, c'est mieux. Attendez, je crois qu'il vous manque un bout de... Il vous manque un bout à chaque fois. Hop, voilà, c'est mieux. De quoi sont composés les nuages de la plus haute couche de Jupiter? Donc les nuages qu'on voit sur les photos, hein, grosso modo. Sachant que avec la sonde Juno, on voit des couches de nuages superposées avec des creux et des bosses. On voit vraiment de la 3D. Là, il s'agit des nuages les plus hauts, ceux qu'on peut mesurer plus facilement. Est-ce que c'est du méthane? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est du diazote? Ou est-ce que c'est de l'ammoniac? Je prépare la question sur le Stropole et vous allez pouvoir voter dans quelques instants. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et c'est parti. 10 ou 15 cm? Ça fait grand quand même pour une lunette à l'époque. Mais c'est pas mal, hein, 10 ou 15 cm. Alors, bon, à savoir quand même que ça ne doit pas être un instrument très performant puisqu'il a vu des oreilles à Saturne. Sa résolution n'était pas suffisante pour discerner des anneaux. Il voyait des oreilles à Saturne. C'était assez étonnant. Les dessins qu'il a fait d'ailleurs sont assez étonnants puisqu'on voit, sur certains, on voit carrément Saturne avec 2 arcs sur les côtés et qui se relient pas. Donc ça devait pas être non plus une résolution fameuse. Mais ouais, j'en connais pas beaucoup plus à part ça sur cette observation de Galilée. Donc s'il y a des gens qui ont des infos, n'hésitez pas à les donner. Alors, je vois que les gens sont à peu près d'accord entre eux, toujours, donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que la question vous parle. Enfin, le sujet... non, la question vous parle pas vraiment, réellement. Sinon c'est un peu bizarre. En tout cas, le sujet vous est familier, voilà. Alors, on va afficher ça, c'est parti.
Ouais, j'attends encore quelques secondes. Je vois qu'il y a des nouveaux joueurs et nouvelles joueuses qui sont arrivés puisque les votes sont plus nombreux que la question précédente. J'attends encore quelques secondes. Sachant qu'il y a quelques secondes de décalage entre vous et moi. On est à 15 votes. Allez, c'est parti. Je partage. Hop. Et voilà, donc effectivement, c'est de l'ammoniac. Ce sont des nuages d'ammoniac. Alors, si je me trompe pas, je me trompe toujours entre ammonium et ammoniac. La composition ammoniac... Ah, je vais y arriver. Ammoniac, c'est NH3, c'est ça. L'ammoniac, c'est NH3. Voilà. Ne respirez pas de l'ammoniac, c'est aussi ce qui se dégage du pipi de chat, notamment. C'est pour ça que ça sent si mauvais. Voilà. Allez, on passe à la suite. Ouais, alors l'ammoniac, qu'est-ce que ça fait l'ammoniac si on en respire exactement? Tiens, je ne sais pas. Écotoxicologie, qu'est-ce que ça fait? Alors, c'est toxique par inhalation et ça provoque des brûlures. Voilà, donc ne faites pas ça. Ne respirez pas ça. Ne respirez surtout pas de l'ammoniac. Allez, on continue. Question 1.7. De quoi pense-t-on qu'est fait le manteau de Jupiter? Et c'est là que Zébulon34 intervient puisqu'il a légèrement spoilé les réponses. Est-ce que l'intérieur de Jupiter est estimé être fait de roches fondues, de manteau, hein, je précise, d'hydrogène liquide et métallique, d'hydrogène et d'hélium gazeux, ou de glace et de roches solides? Je prépare la question et c'est parti. Question 1.7. Question 1.7. Je suis. Pas bon pour la santé d'aspirer de l'ammoniac, c'est clair. Jupiter sur la piste de chat, j'en peux plus. Oui, et puis en plus, il y a un peu d'hélium dedans, donc ça serait très rigolo de parler sur Jupiter. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans Jupiter? Dans son manteau, hein, bien sûr. Et puis après, on parlera de la réponse. Je vais regarder où vous en êtes. C'est en train. Vous êtes en train de voter. Hop. Alors. J'ai 12 votes pour l'instant, j'attends encore quelques secondes. J'attends encore quelques secondes. On avait 15 votes à la question précédente. Est-ce que la 15e personne a voté? Allez, c'est parti. J'affiche la réponse. Enfin, t'as qu'à votre réponse, en tout cas. Et donc, vous avez voté en majorité pour la réponse 2, qui était effectivement de l'hydrogène liquide et métallique. Tout simplement, en fait, quand on descend dans Jupiter, donc on passe d'une phase gazeuse de plus en plus sombre et de plus en plus dense. On part de 1 bar et une atmosphère terrestre, en tout cas en termes de pression, et puis on va descendre petit à petit jusqu'à 70 mégabars, donc c'est-à-dire 70 millions de fois l'atmosphère de la Terre au cœur de Jupiter. Donc entre les deux, on va passer par une phase où l'hydrogène est tellement comprimé qu'il devient liquide. Vous savez que il n'y a pas que la température qui joue sur les états de la matière, il y a aussi la pression. Et donc, entre 71 000 km de rayon et 59 000 km de rayon, on a de l'hydrogène liquide. Donc, c'est des molécules de H2, de dihydrogène, voilà, qui sont sous forme liquide. Et puis, à mesure qu'on le comprime de plus en plus, eh bien, on va tomber dans un état dégénéré entre 59 000 km et 14 000 km de rayon. On va avoir de l'hydrogène métallique liquide. C'est un état de la matière qui se comporte comme un métal, en fait. Un état d'hydrogène qui se comporte comme un métal et qui est conducteur. C'est ce qu'on suppose en tout cas. Et puis après, si on descend encore plus profond, on suppose qu'il y a un noyau de glace et de roches fondues. Noyau de 40 masses terrestres au départ, qui s'est formé très très rapidement, parce qu'il y avait beaucoup de matériaux, on en parlera un petit peu tout à l'heure, je ne spoile pas, à cet endroit au-delà de 5 unités astronomiques dans le système solaire.
au début de la formation de Jupiter. Et donc en 1 million d'années, ce noyau a eu le temps de se former pendant que la Terre galérait à rassembler de la roche et du métal là où elle était. Et Jupiter a pu donc capter tout le gaz qui s'enfuit du système solaire en 1 million d'années seulement. Et c'est pour ça que c'est devenu une planète géante. Il en va de même bien sûr pour Saturne, Uranus et Neptune également, même si la formation est un petit peu différente parce que la composition n'était pas tout à fait la même, il y avait un peu plus de glace chez elle. Pour la Terre, du coup, c'était plutôt un zéro de plus, plutôt de l'ordre de 10 millions d'années ou de 100 millions d'années, même 100 millions d'années plutôt pour la formation de la Terre. Il y avait moins de matériaux, ça a pris plus de temps. Voilà. Allez, on continue. Et donc, du coup, comme le gaz s'est échappé en 1 million d'années, il n'a pas eu le temps de récupérer le gaz qui s'échappait à cause du vent solaire. Donc, on n'a pas de planète géante, on a une planète tellurique à la place, heureusement. Allez, c'était la formation des planètes en très accéléré. Oui, il y a eu un petit peu de spoil, mais bon, c'est passé dans plein d'infos, donc ça devrait le faire. Allez, donc les personnes qui ont répondu la réponse 2, bravo à vous. On passe à la suite, question 1.8, la dernière question de la manche 1. Qu'est-ce que la limite des glaces? Et c'est là que tout le spoil que nous avons donné, moi-même et Zébulon34 et les questions précédentes devraient vous aider à répondre. La limite des glaces, est-ce que c'est la distance minimale au Soleil à laquelle les glaces peuvent se condenser, c'est-à-dire passer de l'état gazeux à l'état solide? Est-ce que c'est la quantité maximale de glace au cœur de Jupiter qu'il peut y avoir compte tenu de tout ce qu'on sait sur la formation des planètes? Est-ce que c'est la date de péremption d'une glace jovienne, très important pour ne pas tomber malade? Ou est-ce que c'est l'épaisseur maximale de la croûte de glace d'une lune qui tournerait autour d'une planète géante? Allez, j'ai mis des petites blagues, vous devriez trouver la réponse, j'espère. Demandez-vous comment une planète peut se former avec de la glace, qu'est-ce que ça pourrait faire? Vous pouvez trouver la réponse, j'en suis certaine. Allez, je crée le sondage, voilà. Non, je ne manipule pas les gens. Non, non. Tout va bien. Allez, vous pouvez voter. Et trouvez-moi ce que veut dire la limite des glaces. Pas de triche, on va pas sur Wikipédia, surtout. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, c'est un vrai terme, planétologique plutôt, on va dire, que astronomique, planétologique. Et qui explique beaucoup de choses. J'en dis pas plus, sinon je vais en dire trop encore et vous allez trouver la réponse à cause de mes spoils. T'es très tenté pour répondre une bêtise. Tu peux très bien dire que tu as la réponse, tu te compteras le point, mais tu peux répondre la bêtise si tu veux, c'est rigolo. C'est pas là où se trouvent les écureuils? Ah, Scrat. D'accord. Tu veux dire que c'est Scrat qui est responsable de la formation de Jupiter? Parce qu'il a coincé un gland dans un planétoïde de glace et du coup ça a fait un geyser, c'est ça? C'est compliqué quand même. Allez, je vous affiche le résultat. C'est parti. Effectivement, la réponse, c'était la réponse 1. Quand la nébuleuse qui était là avant le système solaire s'est effondrée, donc ça donnait le Soleil, en s'effondrant, du coup, comme il y avait des petits mouvements à l'intérieur de la nébuleuse, ça a commencé à tourner de plus en plus vite, comme une danseuse qui va tourner en rapprochant les bras de son corps. Ça s'appelle la conservation du moment cinétique. La quantité de rotation, grosso modo, doit être toujours la même. Donc si c'est plus grand, ça tourne moins vite. Si c'est plus petit et rapproché, ça va se mettre à tourner plus vite. S'aplatir. Et puis, à cause des forces centrifuges et tout ça, s'aplatir, et donc on va se retrouver avec un disque de matière qui va tourner, et toutes ces matières un petit peu sous forme de gaz et de poussière qui vont pouvoir se condenser sous forme solide, ça va dépendre de la chaleur et donc de la distance au soleil. Ce qui fait que les métaux vont plutôt être plutôt lourds, donc plutôt déjà attirés plutôt près du soleil, et surtout peuvent se condenser quand il fait très chaud, donc on les trouvera près du soleil. Ensuite c'est plutôt les roches. Et ensuite, c'est plutôt les glaces au-delà de 5 unités astronomiques. Ça alors, 5 unités astronomiques. Et il y en avait beaucoup plus que de roches et de métaux. C'est pour ça que nous avons des petites planètes telluriques qui ont mis du temps à se former près du Soleil, et des planètes géantes qui se sont formées à partir de très gros cœurs de glace, très rapides à former, et qui ont pu capter le gaz du système solaire avant qu'il s'échappe à cause du vent solaire. C'est pour ça que nous avons des planètes géantes à cette distance-là.
c'est la théorie de la formation du système solaire qui fonctionne assez bien, à laquelle on a adjoint récemment, dans les années 2005-2006, on lui a ajouté une autre clause qui est que simplement les planètes géantes migrent dans leur système planétaire respectif en échangeant de la rotation, du moment cinétique, avec tous les gaz, tous les petits planétoïdes qui traînent autour d'eux, en s'approchant du coup, et en les éjectant d'un côté, ou en s'éloignant, en les éjectant de l'autre côté, dans leur système. Et ce qui fait que, par exemple, même chez nous, Jupiter a migré vers l'intérieur du système, et Saturne, Uranus et Neptune ont migré vers l'extérieur. On a même Uranus et Neptune qui ont inversé leurs orbites après une phase chaotique. C'est le modèle de Nice, c'est comme ça qu'il s'appelle, il a été inventé à Nice. D'ailleurs, les vidéos qui traînent sur internet qui sont vraiment bien sur ce truc-là, on voit bien que ça explose d'une manière complètement chaotique au bout d'un moment à force que les planètes migrent. Donc Jupiter a fait tout le ménage qu'il pouvait dans le système solaire, a causé le bombardement tardif sur la Lune qui a fait tous les cratères que vous voyez, ou la plupart, et puis a envoyé tout le reste dans la ceinture de Kuiper, le nuage de Oort, et encore au-delà, autant au-delà que en fait il manque 99% de la masse du système solaire qui a été éjectée lors de la partie de billard que se sont faites les planètes géantes, parce que c'était rigolo. Et il y a d'autres systèmes solaires, bien sûr, systèmes planétaires, où on voit des planètes géantes qui sont très proches de leur étoile, d'autres qui sont carrément tombées dedans à force de migrer. Voilà, donc ça dépend vraiment des conditions initiales et de quelle planète se forme, à quel endroit, etc. Et vraiment, il y a plein de résultats possibles, mais en tout cas, cette limite des glaces semble être un point de départ qui fait consensus. Voilà, c'était un peu long l'explication, mais je voulais vraiment vous la donner en entier. Donc j'espère que vous avez compris, que ça vous a plu. Voilà. Oui, il aurait fallu accumuler beaucoup plus de gaz pour devenir une naine brune, tout à fait. Et alors, en général, les naines brunes, c'est plutôt du coup des petites proto-étoiles qui sont pas allumées parce qu'elles sont pas assez chaudes. Pas allumées au sens pas faites de réaction nucléaire, mais qui sont formées comme des étoiles. C'est-à-dire que c'est une partie de l'effondrement de la nébuleuse en même temps que l'étoile qui a fait cette naine brune. Et après, est-ce qu'on peut avoir une planète géante qui capte tellement de gaz qu'on a une naine brune? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il existe des corps intermédiaires dont on ne sait pas trop forcément comment ils se sont formés. Donc pourquoi pas, pour peut-être que les naines brunes peuvent se former dans les deux scénarios. Ça, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas si les deux scénarios de formation sont possibles pour les naines brunes. À vérifier, je ne sais pas. En tout cas, c'est à réfléchir. On aurait pu avoir un système binaire, oui, mais d'ailleurs il y a des planètes autour du système binaire qui existent, 60% des étoiles qui sont au moins binaires, enfin au moins doubles. Ça peut aller jusqu'à 7 étoiles ensemble, ça peut vraiment être très très gros un système stellaire. Voilà. Allez, il aurait quand même fallu... Oui, non, Jupiter, c'est pas une étoile ratée, c'est pas assez gros. C'est vraiment pas assez gros. Par contre, on a trouvé des exoplanètes qui sont des dizaines de fois plus massives que Jupiter. Et là, vraiment, on atteint la limite entre planète et naine brune. Sachez que entre le grain de sable et la nébuleuse planétaire d'une étoile qui est en train de mourir, qui est en train d'évacuer ses couches externes, eh bien, il y a aucune vraie délimitation, en fait. Elles sont artificielles, c'est purement les définitions de nos modèles qui mettent des frontières. Mais en fait, entre le grain de sable et l'astéroïde, il n'y a aucune démarcation bien définie, parce que vous pouvez avoir des patatoïdes de toutes les tailles. Et entre l'astéroïde et la planète naine, c'est pareil. Si vous prenez Cérès, c'est assez rond, mais si vous prenez Vesta, c'est rond, mais pas trop. Il n'y a pas de limite franche, au-delà, je sais pas, 1 kilomètre de plus et c'est rond, non, c'est vraiment entre les deux. Entre la planète naine et la planète tellurique, c'est pareil, il y a toutes les tailles possibles, tous les ménages possibles, les stades de ménage possibles qui ont été faits sur les orbites, vous savez que c'est ça le critère qui les différencie. Et puis après, entre planètes telluriques et planètes géantes, c'est pareil. On trouve des planètes, des exoplanètes autour d'autres étoiles, donc, qui ont la même taille que Neptune, mais une masse qui n'en ferait pas une planète géante, parce que si c'est aussi lourd, c'est forcément de la roche. On trouve aussi des Neptunes qui sont beaucoup plus petites que Neptune. On a même trouvé récemment une planète qui est tellurique, dont on pense que... c'est une ancienne planète géante qui a perdu son manteau et il en reste que le noyau solide avec une couche une atmosphère d'hydrogène légère autour. Voilà, donc il y a vraiment des intermédiaires. Et puis ensuite entre planète géante et naine brune, et là pareil,
est-ce que la planète est assez chaude avec sa gravité pour commencer à émettre suffisamment de lumière pour être considérée naine brune? Eh ben, c'est difficile à dire. Ensuite, entre naine brune et étoile, eh ben, le critère qu'on a donné, bah, c'est la fusion nucléaire en son cœur, donc il faut une dizaine de millions de degrés. Mais si c'est un tout petit cœur qui fait pas beaucoup de fusion, et bah peut-être qu'on s'en rend pas compte, que ça sort pas à la surface tant que ça, la lumière, donc on sait pas trop, hein, voilà, pareil. Et puis après, entre une étoile géante qui est en train de mourir et une étoile qui est déjà morte avec sa bulle autour, eh ben, c'est quoi la limite entre une étoile super géante, très 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 grande et très 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 diluée, et une nébuleuse planétaire où il y a carrément l'enveloppe qui est partie. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que les limites sont vraiment arbitraires en fait. On en a besoin pour comprendre le monde, dans toutes les sciences, et même dans toute la vie en général, le cerveau il marche comme ça. Par contre, ben, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est juste un modèle de la réalité qui nous permet de l'appréhender. Ça marche dans la plupart des cas, mais quand on va dans le détail, ben, il faut affiner, forcément. Voilà, c'était très long, mais j'avais besoin de dire ça, je pense que c'est important. Voilà. Ben, oui, mais en même temps, le cerveau, Inès Vidéo, il fonctionne avec des cases. Par contre, là où il faut faire attention, c'est pas le problème n'est pas de mettre les trucs dans les cases, le problème c'est de confondre les cases avec la réalité. Ça, c'est ça le problème. C'est ça le souci, c'est qu'une fois qu'on a une case, on dit ok, c'est une règle bien pratique, mais ça n'est pas la réalité, et si on regarde dans le détail, ça marche moins bien. C'est ça qu'il faut se dire surtout. Et surtout, il ne faut pas tenter de faire rentrer un truc dans une case juste parce qu'on en a besoin, si ça n'en fait pas exactement partie, sinon on ne peut plus progresser, on ne peut plus faire de recherche en fait. Si on définit qu'une planète c'est comme ça et pas autrement, eh ben on n'avance plus. Et on se serait retrouvé avec des centaines de planètes... des centaines de mini-Plutons un peu partout et on n'aurait jamais fini. Voilà, j'espère que cette petite digression vous a intéressé. Ça me semble important en médiation d'en parler puisque c'est vrai que on a tendance à croire que les définitions en science c'est la réalité, mais non, c'est une interprétation de la réalité qui fonctionne dans un certain cadre et dans le détail parfois il faut les améliorer ou voire en changer selon, selon les domaines, etc. Ça digresse, mais vite. Bon, alors, mais du coup, on a fait 8 questions. Quel est votre score sur 8, s'il vous plaît? Vive les mini-Plutons qui courent partout. Ils courent pas très vite, malheureusement. Vous verrez quand on passera à la manche Pluton, vous verrez qu'ils courent pas très vite. 7 sur 7. Yannes Vidéo. Alors, Yannes Vidéo, je vais te donner la question 1. Comme ça, tu pourras te voir si tu as un point en plus. La question 1, c'était combien de sondes ont orbité Jupiter? Si tu me réponds dans le chat, je t'accorde le point. Combien de sondes ont orbité Jupiter? Attention, pas survolé, orbité. Bah, c'est pas mal ça, vos scores. Alors, ceux qui n'ont pas un gros score, j'espère que vous avez appris des choses et que dorénavant, vous connaissez les réponses. Et que vous comprenez les explications. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Hein. Ah, vous êtes deux, Justine 94 260. Bah, très bien, du coup, ça veut dire que j'ai rempli 2 têtes pensantes. Enfin, j'espère, en tout cas. Tu team Saturne, Jean-Burn? Moi, je suis team Pluton. Ou team Mars, j'aime bien Mars aussi. Allez, c'est parti, on passe à la manche 2. Allez. Ouais, bravo Inès Vidéo, tu peux te compter ton 8e point. Bravo. Faut pas souligner le piège de la question, hein, c'est vrai. Désolé, il y a plein de gens qui sont tombés dedans, mais bon... C'est important de faire la différence entre survol et orbite. Allez, on y va. Manche 2. On va passer aux femmes astronautes. Un sujet qui n'est pas souvent abordé et qui est important. Hein, qui est important. Et même pour moi, moi qui suis une femme, je ne connaissais pas tant que ça de femmes astronautes. Donc j'ai appris des choses en faisant le quiz et j'espère que vous en apprendrez aussi. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, hein, allons-y. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a plein de pages sur Wikipédia qui listent toutes les femmes astronautes. Alors pas tout de suite, sinon c'est de la triche. Et il y a aussi une page qui liste les femmes astronomes. Et vous verrez qu'il y en a quand même beaucoup dont le travail a été très important, mais il a été supplanté par les hommes avec qui elles travaillaient. Et c'est un peu dommage. Donc voilà, je tiens en tant que médiatrice au planétarium, je tiens à apporter ce message qui est important, notamment pour les jeunes filles qui veulent travailler dans ces métiers. C'est important qu'elles aient des modèles à suivre et de leur donner un peu d'espoir. Voilà. Et puis si vous êtes un homme, c'est bien aussi. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Question 2.1. Combien d'orbites Valentina Tereshkova, donc la première femme dans l'espace russe,
a-t-elle accompli lors de sa mission qui était, je crois, en 1963, si je ne me trompe pas. Je vérifierai tout à l'heure. Est-ce que c'est une orbite, 2 orbites, 14 orbites ou 48 orbites? Allez, je prépare la réponse et je vais vous préciser la date. Je vais vérifier la date pour être sûr pendant que vous répondez. Alors, question 2.1. 1, 2, 3, 4. Hop. D'ailleurs, je parlais des jeunes filles qui veulent devenir astronautes potentiellement. Il y a l'ESA là, en ce moment qui est en train de recruter. Donc, si vous avez les compétences, n'hésitez pas à tenter le coup. Hein. Voilà, bah voilà, Zébulon 34 est en train de le dire. C'est parfait. Allez, essayez de me trouver, essayez de deviner le nombre d'orbites. Sachant que Yuri Gagarin, en 61, avait fait une orbite autour de la Terre. Et donc que Valentina Tereshkova est partie 2 ans après. Je vérifie quand même. J'ai tellement cherché cet astronaute pour plusieurs raisons dans mon travail qu'il a enregistré direct sur Google. Ça arrive tout de suite. Voilà, c'est ça. Le 6 juin 1963, elle a décollé. Allez, je vous laisse répondre. Et puis on y va. Ah, je vois qu'il y a moins de gens qui ont tenté la réponse là. Que se passe-t-il? Je vois que vous êtes 32 en live, n'hésitez pas à jouer. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien cocher sur leur feuille dans leur coin. N'hésitez pas à participer, c'est rigolo aussi. En tout cas, j'espère que vous comptez vos points et que vous apprenez des choses aussi de votre côté. Et si vous jouez en famille, c'est encore mieux. Alors, il y a 11 votes pour l'instant. Est-ce que j'attends encore un petit peu? La vraie réponse, c'est 42. C'est pas toujours 42 quand même. Ah, il fallait me dire la date avant, jamais autre chose. Bah écoute, tu pourras te compter le point quand même si t'as la bonne réponse, Zébulon 34. Allez, c'est parti. Je vous affiche le résultat. Vous allez être surprise si vous ne savez pas. Mais elle a bien fait 48 orbites. 48 orbites. Donc les 3 personnes qui ont... la personne qui a répondu la réponse 4 a tout bon. Bravo à toi. Bravo à toi. Alors pour les autres, effectivement, elle a fait 48 orbites. Elle est restée très longtemps. Attendez que je vous en dise un peu plus. Donc elle a atterri à la fin de sa 48e orbite. Donc elle a décollé le 16 juin 63. Elle était aux alentours de 180-230 km d'altitude. Et... Ah là là, que je retrouve l'info. C'est ça. Donc la 48e orbite, elle s'est posée. À l'époque, il n'y avait pas de parachute sur la capsule, donc son siège a été éjecté à 4 km d'altitude. Enfin, s'il y avait un parachute, mais en tout cas, elle finissait pas avec la capsule comme on fait maintenant au sol. Mais elle s'est éjectée à 4 km d'altitude. Et elle a ensuite fini son voyage en parachute perso. Et voilà, elle est tombée dans un champ bordé par un lac. Voilà. Voilà, elle atterrit à 11h20. Alors, c'est quel jour qu'elle a atterri? Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Elle a séjourné 118 heures et 57 minutes en orbite. Voilà. Voilà l'info que je cherchais. Alors, du coup, c'est quelle... j'ai pas la date d'atterrissage, malheureusement. Bah, faites le calcul. Hein. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter que voilà, la deuxième femme dans l'espace, ça n'est survenu que 19 ans plus tard. Et c'est Svetlana Savitskaya. Et ensuite, la première américaine, Sally Ride, 20 ans plus tard. Voilà. Et voilà, vous savez tout. En tout cas, le principal, on va dire, sur cette dame. Sans aucun autre but. Ah si, sûrement, ils ont dû faire d'autres choses. Je sais pas... Attendez, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait bah, j'imagine qu'ils ont dû voir... Ils ont voulu savoir ce que ça faisait d'être dans l'espace aussi longtemps. Hein. Je pense que c'était la guerre froide, hein. Il fallait vraiment voir, il fallait montrer qu'on était meilleur que ceux d'en face, hein, tout simplement. Je pense que c'est juste ça. Voilà. Ah tiens, c'est rigolo, je viens de voir une anecdote. La mère de Tereshkova est persuadée que les activités de sa fille à Moscou sont liées à sa passion pour le parachutisme. Elle apprend ainsi avec stupeur, en écoutant un message que Valentina lui a
plus particulièrement adressée par radio depuis son vaisseau, que celle-ci est la première femme volée dans l'espace. Elle en voudra longtemps à sa fille de lui avoir menti pour ne pas enfreindre les consignes du secret. Donc si votre conjoint ou conjointe vous dit qu'elle fait du parachutisme, demandez-vous si elle n'est pas en fait astronaute militaire en orbite autour de la Terre. Voilà. C'est assez rigolo comme anecdote, je ne la connaissais pas. Je crois que j'ai lancé un logiciel par erreur et j'espère que ça va pas faire bugger le stream. Allez, on passe à la suite. Question 2.2, que s'est-il passé pour Sally Ride? On en parlait juste avant. Donc la première américaine dans l'espace. Que s'est-il passé pour elle? Ah, ça y est, j'ai un petit logiciel qui s'est lancé. Il faut que j'arrive à l'éteindre. Voilà. Que s'est-il passé pour Sally Ride lors de l'accident de la navette Challenger en 1986? Non, attendez, il veut vraiment se lancer. Voilà. Est-ce qu'elle est décédée dans l'accident? Est-ce qu'elle a mené la mission d'enquête? Attends, non, ça c'est bon. Ça va, vous êtes toujours là, tout fonctionne, ça n'a pas... Ok, donc je recommence. Que s'est-il passé pour Sally Ride lors de l'accident de la navette Challenger en 1986? Est-ce qu'elle est décédée dans l'accident? Est-ce qu'elle a mené la mission d'enquête? Est-ce qu'elle était dans l'équipe de remplacement? Ou est-ce qu'elle était déjà à la retraite? Alors, il y a eu cet événement, bien sûr, Challenger, qui a explosé en 1986 au décollage, avec, je sais plus, c'était 6 ou 7 astronautes à son bord. Événement tragique, hein, qui a fait le tour du monde, bien sûr. Mais voilà, Sally Ride, qui vivait à cette époque-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Sally Ride, par rapport à l'événement, voilà. Je vous donne le stropole, et c'est parti. 1, 2, 3, et 4. Hop, créer. Voilà, hop. Allez-y. Voilà. Là, j'ai entendu son histoire il y a quelques semaines, j'ai déjà tout oublié. Bah écoute, je vais essayer de te rafraîchir la mémoire. Ah bah de toute façon, Sinerta, tous les astronautes à l'époque de la guerre froide, c'était des cobayes. Hein. Alexei Leonov, il a été le premier à faire une sortie extravéhiculaire. Et il a eu des gros soucis. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait vu ça dans un des quiz, je crois, sa combinaison a gonflé. Il a dû ouvrir une valve pour en faire sortir de l'air pour pouvoir rentrer dans le sas. Il a fait un malaise, il a failli perdre connaissance avant d'avoir la présence d'esprit de rentrer. Pour Yuri Gagarin, on a voulu savoir s'il pouvait manger dans l'espace, puisque sans la gravité, c'est difficile en tout cas sans la sensation de gravité, sans l'accélération, c'est difficile de savoir si juste les muscles de la gorge suffisent à déglutir. Voilà, forcément, ils ont testé plein de choses. Hein. Et puis il y a le pauvre Komarov qui lui y est resté parce que je crois que son parachute ne s'est pas déclenché ou quelque chose comme ça dans son vaisseau Soyuz. Voilà, c'était un peu compliqué à l'époque quand même. Hein. Alors, il y a 11 personnes qui ont voté. J'attends quelques secondes et je lance le résultat. Allez, c'est parti. Challenger, c'était au départ. C'est Columbia qui était au retour. Columbia, c'était à cause d'une plaque de céramique sur la coque dessous, sur le bouclier thermique de la navette qui s'était détaché à cause d'un bout qui était tombé de la fusée au décollage, enfin du booster au décollage. Et du coup, le plasma d'entrée, là, vous savez, quand vous frottez sur l'atmosphère, que ça chauffe très fort, s'est engouffré et ça a fait exploser la navette. D'après ce que j'ai compris, c'est ça qui s'est passé, tandis que pour Challenger, c'est au décollage que ça a explosé. Et ça, je ne me souviens plus de la raison, par contre. Allez, c'est parti, je vous montre le résultat. La réponse, c'était la réponse 2. Bravo aux 3 personnes qui ont voté la réponse 2. Ce n'est pas Sally Ride qui est décédée lors de l'accident, c'est une autre astronaute dont je viens d'oublier le nom, pourtant je l'ai vu tout à l'heure. Je vais vous rappeler, comment elle s'appelle déjà? Challenger, navette spatiale, voilà, très bien. Perte de la navette au décollage, STS-51L, pardon. Voilà. C'était... Il y avait Judith Resnick et Krista McAuliffe. Voilà. Alors, il y avait 2 femmes à bord qui sont mortes. Ouais, c'est ça. Et Krista McAuliffe était une professeure de sciences sociales à Concord High School. Et Judith Resnick, je sais plus ce qu'elle était. Elle était optométriste.
Non, pas automatrice, attendez que je ne me trompe pas. Ingénieur de conception. Voilà, elle est ingénieur. Et voilà. Allez, on continue. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Il n'y a pas une histoire où une astronaute avait dû laisser sa place à la dernière minute? Peut-être que c'était elle. J'ai pas vu toutes les infos, mais peut-être. Hein, ça arrive souvent ce genre d'histoire. Par exemple, Komarov qui savait qu'il allait y passer, mais qui a refusé d'annuler sa mission parce qu'il savait que sinon c'était son ami Yuri Gagarin qui allait y aller et qui allait mourir à sa place. Et il est effectivement mort dessus. Oui, ça c'est des histoires connues. Hein. Bah, vous savez, dès qu'il y a un accident, on se dit ah mince, j'aurais pu y être, j'étais à deux doigts d'y aller. À chaque fois qu'il y a eu des attentats, pareil, il y a des gens qui ont dit ah là là, j'ai failli y être, etc. Donc j'imagine bien que ça va être le cas aussi pour les astronautes. Hein. Ce genre de choses. Allez, question 2.3. Qui est la seule astronaute française à être allée dans l'espace? Est-ce que c'est Stéphanie Wilson? Est-ce que c'est Claudie Ignoré? Est-ce que c'est Caroline Herschel? Ou est-ce que c'est Marie Weber? Je vous laisse réfléchir à cette question pas trop difficile. Hop. Allez, je pense que ça, vous pouvez trouver. Je pense que ça, vous pouvez trouver. Ouais, celle-là n'est pas trop dure. Celle-là n'est pas trop dure. Allez, je vous laisse réfléchir. Allez, je vois qu'il y a 7 votes pour l'instant, 8 votes. On est autour du 10-15 votes habituellement, donc je vais attendre encore un peu. Et je vais boire, puisque je parle beaucoup sur ces quiz. Donc je vais boire. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Allez. Merci, mais c'est une question facile pour éviter 0 pointé. Bah, tu sais que je pense que si moi-même j'avais joué à cette partie-là, je sais pas si j'aurais trouvé beaucoup de choses, puisque j'ai vraiment appris beaucoup de choses en faisant le quiz sur cette partie-là en tout cas. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Allez, c'est parti, on y va. C'était effectivement Claudie Ignoré. Stéphanie Wilson, sans l'accent, c'était une astronaute de la NASA. Et Marie Weber aussi, une astronaute de la NASA avec Y et pas IE. Ouais, je me suis permise des petites blagounettes. Et Caroline Herschel, eh bien c'était la sœur, je crois, de William Herschel, qui a travaillé beaucoup sur de la cartographie du ciel et du catalogue d'objets célestes à l'époque, même si son nom est rarement mentionné. Elle a apporté beaucoup de choses à l'astronomie à son époque. William Herschel étant celui qui a découvert Uranus. Et voilà, oui, voilà ce que je voulais. Et puis son nom a été donné aussi à un télescope spatial infrarouge il y a quelques temps. Je crois qu'il ne fonctionne plus, le télescope Herschel d'ailleurs. Je crois, hein, je sais plus. En tout cas, voilà. Allez, on continue. Question 2.4. Quelle était la spécialité de Kalpana Chawla, donc première astronaute indienne, décédée lors de l'accident de la navette Columbia en 2003. Voilà pourquoi j'ai pas tout dit au début, parce que je savais qu'il y avait une question là-dessus. Est-ce qu'elle était médecin? Est-ce qu'elle était astrophysicienne? Est-ce qu'elle était biochimiste? Ou est-ce qu'elle était ingénieure aérospatiale? Hop, question 2.4. 1, 2, 3 et 4. Je me souviens quand j'ai vu l'accident de Columbia en 2003, je crois même que je l'ai vu en direct, je crois, hein, et c'était assez effrayant. Hein, ça fait quelque chose, hein, ça fait un sacré choc quand même. Hein. Elle s'appelle Kalpana Chawla. Je sais pas comment ça se prononce, en tout cas, astronaute indienne. Elle prenait toutes les notes de William pendant que lui regardait au télescope. Ah, ça, je ne sais pas, Inès Vidéo. Mais elle a pas mal contribué, ça c'est clair. Elle a fait aussi pas mal d'observations toute seule, hein, je crois. Je joue 6, 63, 75. Bah, de toute façon, je vous dis, en général, on s'y connaît pas beaucoup en femme astronaute ou en femme astronome parce qu'on n'en parle pas assez souvent.
C'est pour ça que j'y tiens. Et du coup, comme ça, la prochaine fois, on en saura plus. Et même moi qui suis une femme, je ne savais pas. Donc vous voyez, c'est important, très important. Et donc s'il y a des jeunes femmes dans le chat qui rêvent de travailler dans ces métiers-là, ben voilà. Vous avez il y a des femmes qui sont passées là avant vous. Et c'est possible. Voilà, vous pouvez y arriver. T'avais vu les images générales? Ouais, c'est chaud, hein. Très très chaud ça, ce genre d'image. J'ai un peu du mal à regarder les décollages de fusées depuis. Ça vous fait ça, vous, les décollages de fusée une fois que vous avez déjà vu un accident, vous flippez pas un petit peu plus quand il y a des décollages de fusée? Je préfère les regarder en décalé. Alors, somme des votes. Pour l'instant, on en est à 8. Bon, là, je pense que c'est tout quelque chose que vous allez apprendre, hein, à mon avis. Mais bon, comme ça, c'est très bien, vous apprendrez quelle a été la spécialité de la première femme astronaute indienne. La spécialité, c'est l'astronomie, pas l'astronautique, ni explo-spatiale, et ça se voit. T'inquiète, il y a un peu des deux. J'étais devant la télé pour Challenger, c'était diffusé en direct, j'avais 11 ans, je vous dis pas l'angoisse, tu m'étonnes. Le pire, c'est quand on voit le gars qui ferme la salle de contrôle. Ah, tu veux dire après l'explosion? Ouais, ouais. Allez, c'était donc ingénieur aérospatial. Bravo aux deux personnes qui ont répondu la réponse 4. Elle était ingénieure aérospatiale, cette dame. Comme beaucoup d'astronautes, hein, d'ailleurs, mais voilà. Donc ça, je pense que vous ne pouviez pas savoir, mais maintenant vous le savez. La première astronaute indienne était ingénieure aérospatiale et malheureusement elle est décédée dans l'accident de navette Columbia. Voilà. Si ça ajoute de la tension au décollage, on espère fortement. Bon, Spaceship, pour l'instant, c'est vrai que... Mais ils font exprès de les faire exploser aussi, hein, pour tester les... Il y a même un élément où ils ont rempli à maximum le réservoir pour voir quand est-ce qu'il allait exploser. Vraiment, quoi. Donc, bon, c'est... Tant qu'il n'y a personne dedans, ça va. Oui, effectivement, les accidents de F1, c'est très impressionnant aussi, hein. On se demande comment ils peuvent en sortir des fois des voitures. C'est très impressionnant. Spaceship. Spaceship, c'est une espèce de boisson gazeuse, c'est ça? Zébulon 34. D'une brasserie, d'une brasserie sur Mars. Allez, on continue. Pour revenir sur le couple ignoré, quelqu'un a un autre exemple de couple astronaute? Ah bah tiens, je ne sais pas. J'ai un exemple de jumeaux, et j'ai plusieurs exemples de jumeaux astronautes, dont le duo Kelly, Scott Kelly et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, son frère. On s'en sert en général, les duos astronautes, pour comparer les effets de la microgravité sur celui qui est en l'air et qui reste longtemps et celui qui reste sur Terre. On compare, du coup on peut voir s'il y a eu des effets sur l'un et sur celui qui est parti dans l'espace, et si on peut les détecter en regardant la différence par rapport à son frère. Allez, on y va, c'est parti. Question 2.5. Combien de jours cumulés dans l'espace a passé Peggy Whitson, donc une astronaute américaine, détentrice du record féminin de la durée cumulée dans l'espace? 665 jours, 345 jours, 875 jours ou 225 jours? Donc là, on est sur du gros record, hein. Ça rigole pas. Combien de temps elle a passé dans l'espace en tout? Donc là, on parle d'une femme qui a fait beaucoup de missions en navette spatiale notamment. Et la question, c'est combien de temps total elle y a passé? Piggy. Attends, qui est-ce qui était avec Thomas? Tu parles de Claudine Ray ou de Peggy Whitson? Général Ikela. Je vous laisse réfléchir à la question. Peggy Whitson. Peggy Whitson. Elle a fait combien de vols? Ah oui, c'est ça, elle était avec Thomas Pesquet. Oui, j'avais vu l'image, effectivement. Oui, là, je vois la photo sur Wikipédia. Elle est dans le module gonflable BEAM, prototype de Bigelow Aerospace, qui veut faire des stations spatiales gonflables pour avoir un beaucoup plus grand volume que ce qu'on peut faire avec les boîtes de conserve en aluminium, hein, grosso modo. Et effectivement, c'était pendant la mission de
de Thomas Pesquet, effectivement. C'est tout à fait ça. Est-ce que c'était elle le commandant à ce moment-là? C'était... Ouais, commandant... Attends. Peggy Wilson s'envole à bord de Soyuz MS-3 avec le russe Oleg Novitsky, commandant de bord. Non, elle n'était pas commandant de bord. Et si après d'avril à juin, elle est le commandant d'équipage de l'expédition 51. C'est ça. Donc il y a eu un passage de relais et c'est elle qui a pris le relais de Oleg Novitsky. Elle est devenue commandante de bord, effectivement, pendant 4, 5, 6, pendant 2 ou 3 mois, c'est ça. Je sais pas, ça dépend de la date exacte. Elle avait les cheveux très courts, ouais. C'est plus pratique en apesanteur, apparemment. Mais oui, elle était avec Thomas Pesquet, tout à fait. Allez, je vous montre le résultat. Je vous montre le résultat, c'est parti. Stropole, hop, tac. Et donc, Peggy Whitson, c'était quoi la question déjà? Oui, 665 jours. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé la réponse? C'était la réponse 1, 6 voix. Et alors, figurez-vous qu'elle a même battu le record de Jeffrey Williams, 534 jours, et de Scott Kelly, 520 jours. Par contre, je pense que ça doit être un russe qui a le plus grand, un cosmonaute russe qui a le plus grand record, mais elle a le plus grand record féminin en tout cas. Voilà, elle a aussi détentrice de la plus longue mission féminine, c'est-à-dire sans atterrir, 289 jours. Elle a aussi 10 sorties extravéhiculaires, donc elle a plus de sorties extravéhiculaires que toutes les autres femmes astronautes. Et elle a aussi le record du temps passé dans l'espace extravéhiculaire, 60 heures. Voilà. Donc c'est une femme de tous les records, et c'est aussi la femme la plus âgée à avoir séjourné dans l'espace. C'est-à-dire elle est la plus âgée étant dans l'espace. Voilà. Et elle a commandé et c'est la seule femme ayant commandé la station spatiale internationale à 2 reprises. Donc si vous êtes à côté de Peggy Whitson, eh ben je pense qu'on doit se faire tout petit ou toute petite. C'est un monument apparemment de l'astronautique. Voilà. C'est les Russes, c'est 800 jours pour le record chez les hommes, c'est ça. Allez, merci Josu 63-75. 60 heures en extravéhiculaire au total, ouais. Sachant que quand vous êtes en extravéhiculaire, vous partez pour 6-7 heures et puis pas de pipi. Hein. Enfin, pas si, dans la couche qui est dans la combinaison, mais s'il y a la grosse commission, c'est trop tard. il faut plusieurs heures pour préparer la combinaison et pour l'enlever, donc c'est pas rien une sortie extravéhiculaire. Ah oui, non, pas 60 heures d'un coup, hein, Sinerta, 60 heures cumulées, bien sûr. Hein. Allez, 2.6. Quelle est la spécialité de la première astronaute italienne, Samantha Cristoforetti? Est-ce qu'elle est biophysicienne et médecin? Est-ce qu'elle est mathématicienne et physicienne? Est-ce qu'elle est ingénieure et pilote de chasse? Ou est-ce qu'elle est informaticienne et électronicienne? Donc, en plus, les astronautes ne se contentent pas d'avoir une spécialité. Hein. Parfois, ils en ont plusieurs. Je vous donne le lien. C'est parti. Je vois qu'il y a des connaisseurs de l'astronautique qui arrivent déjà à éliminer des réponses. Alors je joue 63-75, ouais, et ça dépend en fait aussi du modèle. Entre les Russes et les autres, et en tout cas les Américains, Européens, tout ça, parce que les Chinois, je ne sais pas, ni les Indiens, mais en tout cas, il y a une différence de composition de l'atmosphère intérieure de la combinaison qui fait qu'il faut se préparer à la respirer plus ou moins longtemps, en plus du montage, selon les modèles. Donc voilà, faut vraiment, c'est un peu comme les plongeurs hein, qui font des sas de décompression. Bah, comme c'est pas la même pression entre l'intérieur de la combi et l'extérieur, bah, il faut s'habituer, etc. C'est compliqué. C'est fou, c'est le temps qu'il me faut pour aller jusqu'à Paris en voiture. Alors que tu pourrais mettre une combinaison à la place d'être dans les bouchons. Eh oui. Ah là là, quelle tristesse. Allez, on a 9 votes pour l'instant. J'avoue, cette question n'est pas facile. Cette question n'est pas facile, mais comme ça, vous saurez. Samantha Cristoforetti, hein, qui est toujours active hein, et qui a les cheveux courts également, effectivement. On voit des images d'astronautes qui ont les cheveux longs et c'est vrai que ça n'a pas l'air facile en apesanteur quand même. Il faut les attacher, quoi. Allez, c'est parti. Je vous montre le résultat. La réponse était... Vous avez répondu quoi? Ouais, c'est ça. Ingénieur et pilote de chasse. Bon, c'est vraiment
On va dire que c'est un parcours classique. Hein. Il y a beaucoup de pilotes, enfin, des gens qui viennent de l'armée en fait, qui deviennent astronautes. C'est un des parcours possibles qui arrive assez souvent. Et ce depuis la guerre froide. Hein. Maintenant, il y a des scientifiques aussi. Mais il y a eu quand même beaucoup de personnes venant de l'armée. Allez, on continue. Question 2.7. Quel était l'objectif de la mission STS-34 à laquelle a participé Ellen Baker, l'astronaute? Est-ce que c'était 1. Lancer la sonde Galileo en partance pour Jupiter. Donc STS, c'est l'émission de la navette spatiale. Hein. Réparer le télescope spatial Hubble. S'amarrer à la station Mir ou tester des équipements de sortie extravéhiculaire. Je vous laisse répondre à la question. Et moi, j'ai appris quelque chose avec cette question. J'ai cherché un petit peu des choses importantes qui ont été faites avec la navette spatiale et avec des astronautes féminines. Et j'ai appris des choses et j'espère que ça vous plaira. Pas facile, mais j'utilise la bonne vieille méthode pifométrique. A bientôt, Zébulon34. Merci d'avoir été là. Et puis, n'hésite pas à regarder le replay sur Twitch pendant 14 jours. Toujours. Hein. Et puis après, il y aura le replay sur YouTube un peu plus tard. Allez. Ça donne quoi? Allez, je vous écoute. Nous avons toujours 34 personnes en ligne. Je vois que les personnes qui jouent, en tout cas, sont très regardées. Vous êtes dans l'arène avec un public en délire autour de vous. Et oui, c'est très important pour vous encourager. Donc sachez qu'il y a des gens qui vous regardent et qui vous soutiennent en live actuellement. Allez, c'est parti. Je vois que cette question-là, il y a moins de gens qui ont osé voter. Et bien, c'était assez rigolo en fait cette question, ça m'a beaucoup surprise parce que je ne savais pas du tout, figurez-vous, mais cette mission STS-34 a lancé la sonde Galileo en partance pour Jupiter, parce qu'à l'époque, avant l'arrêt des navettes spatiales, figurez-vous qu'on lançait des sondes spatiales avec la navette spatiale. Maintenant on les lance à partir de fusées, mais voilà, c'est la navette spatiale qui l'a lancée. C'était donc la réponse 1. Voilà. Donc Ellen Baker a lancé une sonde vers Jupiter, rien que ça. On entend les applaudissements d'ici. Donc, alors, qu'est-ce que quelqu'un a trouvé? Il y a 3 personnes qui ont trouvé. Bravo à vous. Et nous avons fini presque la question 2.8. C'est parti. Hop, question 2.8. Quel exploit a accompli Catherine D. Sullivan lors de la mission STS-41G? Est-ce qu'elle fut la première femme américaine en sortie extravéhiculaire? Est-ce qu'elle fut la première femme à bord d'une navette spatiale? Est-ce qu'elle sortit dans le vide sans sa combinaison? Alors, juste. STS-34, STS-41. Vous avez un petit indice là. 3. Est-ce qu'elle sortit dans le vide sans sa combinaison? 4. Est-ce qu'elle détecta une faille dans la coque de la navette? Et je vous laisse chercher les pièges et répondre à la question. Normalement, avec ce que vous savez de la question d'avant, vous pouvez déjà éliminer une réponse, une mauvaise réponse. Et ben oui, Siddhartha, maintenant plus, j'y avais pas pensé. Et ben c'est assez impressionnant finalement. La sonde Galileo qui a eu un souci, hein, parce que son parapluie, son antenne là, ne s'est ouvert qu'à moitié, donc on a eu des données, un peu moins de données que prévu, et elles arrivaient avec un débit beaucoup moins grand que prévu. On a eu chaud, mais on en a eu quand même. Mais il n'était pas aussi beau que sur les images de synthèse, en tout cas, son parapluie. Et la sonde Galileo avait largué une petite sonde dans la haute atmosphère de Jupiter, hein, qui avait pris des mesures. Pas d'images, malheureusement, mais des mesures. En arrivant. Et on a vu de très belles images des lunes de Jupiter, notamment Europe, hein, qui étaient très impressionnantes. Les volcans de Io, etc. Alors, oui, donc on est d'accord, hein, on peut supprimer la réponse 2. Je vois que personne n'a voté pour la réponse 2. STS-41, bien sûr, est venu après STS-34, dans laquelle nous avions Ellen Baker. Donc voilà, donc ça, vous savez, vous n'êtes pas trompé là-dessus. Allez, c'est parti. Oui, Sinerta, la question d'avant, c'était STS-34 avec Ellen Baker qui était américaine. Et là, on a STS-41, donc ça fait 7 missions plus tard. Et donc, c'est pas possible que Catherine Sullivan soit la première femme à bord d'une navette spatiale. Voilà. Ça, déjà, ça c'est réglé.
Et donc la réponse c'était que c'était la première femme américaine en sortie extravéhiculaire. Et personne actuellement n'est sorti dans le vide sans combinaison spatiale, sauf Leia, Leia dans Star Wars. Voilà. Et, euh, et Naomi dans The Expanse. Mais sinon, non. Personne n'a fait ça. J'espère que personne n'aura à le faire. Ah oui, à bord, hein, tout simplement. Allez, combien de points sur 8, s'il vous plaît? Et puis on passe à la manche d'après. Combien de points sur 8? Je vous écoute. Je vous écoute. Et moi, je prends ça, je prépare la question 3.1. Comme ça, je gagne du temps. Hop. Allez, je vous écoute. Ah bah, c'est pas si mal, 3 sur 8. Sur un sujet que tu connaissais pas. C'est pas mal, hein, je trouve. Je sais pas si j'aurais eu 3 sur 8, moi, si j'avais joué sans avoir préparé le quiz. C'est pas mal, tout ça. Tu préfères Naomi? Moi aussi, je préfère Naomi, le visuel. Tout à fait. C'est une très bonne série d'Earth Expanse. Vous apprendrez plein de choses dessus, puisque la physique est respectée, ce qui est très important. Et nous, au Planétarium, on aime bien expliquer la physique. C'est important. D'ailleurs, on a tout un atelier sur le voyage dans l'espace, avec une toile qui représente l'espace-temps. On fait orbiter des petites billes autour de boules de pétanque. On explique le delta V, donc la différence d'accélération, de vitesse qu'il faut pour passer de planète en planète. Et dans The Expanse, tout cela est respecté et ça fait du bien dans un film de science-fiction. D'ailleurs, on en profite pour dézinguer un petit peu Star Wars dans cet atelier, puisque Dark Vador marche sur les murs, hein, ainsi que tous les autres personnages de Star Wars, puisque il marche systématiquement sur le mur perpendiculaire au réacteur, alors que s'ils sont accélérés par le réacteur, comme ils sont toujours allumés, hein, voilà, autre problème, bien sûr, difficile de faire un combat spatial quand on accélère tout le temps, et ils devraient normalement marcher sur le dessus du réacteur, comme dans un avion quand on est attiré par l'arrière du siège. Mais non, c'est pas le cas, donc on va dire que c'est à cause de la force, ils marchent tous sur les murs. Allez, heureusement que j'ai vu l'épisode de The Expanse aujourd'hui. Ah oui, mince, pardon, il y a des vidéos. Allez, on va parler de Pluton. Voilà, c'est parti. On commence simple, très simple, je pense, normalement. Est-ce que Pluton, c'est une planète? Est-ce que c'est une planète naine? Est-ce que c'est un astéroïde? Ou est-ce que c'est une comète? Alors, j'ai fait cette question pour que les gens ne commettent pas d'erreur. Voilà. C'était la petite blagounette de la question. A bientôt Younes Vidéo. A bientôt. Ah après, non, il n'y en a aucun qui est 100% crédible. Jozo 6375, mais c'est vrai que The Expanse a fait de gros efforts de ce point de vue-là, et ça crée des intrigues intéressantes, du coup. Oui, c'est ça, Sinerta, j'ai fait un petit jeu de mots. Petit jeu de mots un peu rigolo. Allez, les résultats, ça donne quoi? Je suis sûr que vous allez trouver. Je suis sûr que j'allais trouver. Il y a une personne qui a répondu la réponse 4 et j'ai peut-être une idée de pourquoi, on verra. Allez, je pense que là, on va pas faire durer le suspense trop longtemps. Allez, c'est parti. Et effectivement, c'est une planète naine. Pluton n'est pas assez grosse pour être une planète. On en a parlé tout à l'heure en plus des planètes naines. C'est pas que fondamentalement elle est différente des planètes. Je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de limite franche dans la nature entre les planètes et les planètes naines. Par contre, nous on en a mis une pour plus de praticité, on va dire. Par convention, on a décrété que s'il restait des corps sur l'orbite d'une planète, c'était une planète naine parce qu'elle n'est pas assez massive pour s'en débarrasser. Voilà. Et encore, voilà, c'est un critère un peu flou, hein, parce que Jupiter, lui, il reste des corps sur son orbite, mais c'est parce qu'il les a parqués sur ses points de Lagrange. Donc ils bougent pas, ils sont rigolos, ils bougent plus. Mais voilà, par contre, des corps qui orbitent en liberté sur l'orbite de Pluton, il y en a plein. Sur l'orbite de la Terre, bon, il y a des géocroiseurs, mais ils restent pas là, quoi, ils croisent. Quoi. Voilà. C'est un critère un peu flou, mais voilà, planète naine. Les 1500 € à équivalent des millions. Allez, question 3.2. Qui a découvert Pluton? Est-ce que c'est Clyde Tombaugh? Est-ce que c'est Percival Lowell, celui qui voyait des canaux sur Mars? Ou est-ce que c'est William Herschel? Ou est-ce que c'est Venetia Burney? Allez, je vous laisse réfléchir. Je prépare rapidement la question. Enfin, il faut que je la prépare pendant que je donne la réponse à la question d'avant. Pour que ça aille plus vite. Hop. Tac. D'accord.
Très bien, Justine, 94 260. Oui, les Américains étaient pas très contents, paraît-il. C'est la blague qu'on fait souvent en médiation aussi. J'en ai un peu marre de la faire, cette blague. Je l'ai entendue beaucoup, mais j'ai des collègues qui la font effectivement. Alors, il faut pas prendre ça personnellement. C'est une question de définition en fait, hein, tout simplement. On aurait appelé ça des spoons, c'est des spoons nains. Ça n'aurait pas changé grand-chose en fait, hein. Voilà. C'est juste, je dis, c'est juste des modèles qu'on calque sur la réalité avec des frontières arbitraires parce qu'on en a besoin pour comprendre le monde. Mais si les humains n'étaient pas là, il n'y aurait pas de planète naine et pas de planète, hein. Il y aurait des machins autour du Soleil et puis c'est tout, hein. Donc, il faut pas s'en formaliser non plus, quoi. Ah oui, c'est pas la même chose que découvrir théoriquement. Des spoons. Oui, ça m'est venu comme ça. Je sais plus d'où ça vient. J'aurais pu dire des brontosaures aussi. Mais... Ah si, je sais pourquoi je spoon. C'est dans le jeu du brontosaure. C'est un jeu qu'on fait en animation, le jeu du brontosaure. On se passe un brontosaure imaginaire. C'est des jeux de dynamisation de groupe. Et on lance un spoon dans l'autre sens. Et après, quand le spoon et le brontosaure se rencontrent, la personne qui reçoit les deux à la fois, elle ne sait plus quoi faire. C'est ça. Et oui, mais tu vois, Albireo, c'est pour ça que je fais plusieurs thématiques différentes avec des niveaux différents. Comme ça, tout le monde est content. Allez, c'est parti, je vous montre le résultat. Et ben c'était Clyde Tombaugh, effectivement. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Percival Lowell, il a théorisé l'existence d'une 9e planète dans cette zone du ciel, là où il était censé la trouver, sauf qu'il avait théorisé une planète massive qui aurait été responsable de la perturbation de l'orbite de Neptune, découverte par le français Urbain Le Verrier, qui a été directeur de l'Observatoire de Paris à l'époque. Sauf que, en fait, c'était Uranus qui causait les perturbations de l'orbite de Neptune, tout simplement. On l'a découvert après. Et Clyde Tombaugh a trouvé par hasard Pluton à l'endroit indiqué. Et qui n'était pas ce qu'on cherchait, en fait. Une planète naine. Et donc, Percival Lowell, finalement, il a juste dit à Clyde Tombaugh, tiens, regarde par là. Mais il n'y a aucun lien entre ce par là et Pluton, en fait. Mais bon, c'est Clyde Tombaugh qui a trouvé Pluton. Clyde Tombaugh qui était un étudiant de l'observatoire Lowell et qui était là, qui a commencé à travailler après la mort de Lowell. Lowell est mort en 14 et Clyde Tombaugh a trouvé Pluton en 1930. Voilà, donc on va voir un petit peu, il l'a trouvé à 23 ans, je crois. William Herschel a découvert Uranus. Voilà. Et Vénétia Burnet, c'est l'enfant qui à l'époque a proposé le nom de Pluton. Voilà. Voilà, tout ce petit monde navigue un petit peu dans les mêmes zones, hein, quand même. Mais bon, j'ai fait exprès pour que ce soit un petit peu troublant. Allez, on continue. Question 3.3. Quelle est la période de révolution de Pluton? Donc autour du Soleil. 152 ans, 583 ans, 248 ans ou 385 ans? Là, on est sur de la bonne grosse révolution, hein. Voilà, un an sur Pluton, c'est beaucoup. Voilà. Personne n'a encore un an plutonien sur Terre, hein. Personne. Moi, j'ai au moins un an saturnien, 29 ans pour Saturne, hein. Tiens, vous avez quel âge en année saturnienne? C'est 29 ans pour la rotation de Saturne. Quel âge ça vous fait en saturnien, du coup? Ouais, je vais avoir un an et demi en saturnien, un truc comme ça. Un an... ouais, j'ai pas fait le calcul exactement, mais... Non, pas un an et demi. 1,2 ans. Allez, un truc dans le genre. Oh, tu as 2 ans et demi saturnienne. Il a le 600... 6789. 2 ans pile. Ça fait plus jeune, hein, comme ça, tout d'un coup. Ah, t'as fait le calcul exact, Sina, t'as 1,005. Bon, ouais, sur Mars, après, il faut juste diviser par 2, donc c'est plus facile. Sur Mars, j'ai 18 ans et quelques. Allez, les résultats. Les résultats pour la question 3.4. Attention, attention, roulement de tambour. Alors, Pluton, c'est donc 248 ans. 248 ans. Bravo à celles et ceux qui ont répondu la réponse 3. 152 ans, c'est plus... alors, je sais pas combien c'est exactement pour Neptune, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est plus de l'ordre de la révolution de Neptune, de la réponse 1. Pluton, c'est la réponse 3.
248 ans. Et encore, on n'est pas sûr à 100% puisque on ne connaît Pluton que depuis 1930, ce qui fait que ça fait 91 ans qu'on connaît Pluton. Et 91 ans sur 248 ans, ça fait pas beaucoup. Et pour déterminer une orbite à partir d'un objet qui n'en a pas fait la moitié, eh ben, y a des erreurs de calcul du coup. Donc, on attend que Pluton fasse une orbite complète pour vraiment s'assurer de son orbite avec précision. Et oui, et donc du coup, 248 ans, c'est une estimation. Voilà. Allez, on continue. C'est parti, question 3.4. Quel est le diamètre de Pluton? Est-ce que c'est 4570 km? Est-ce que c'est 1450 km? Est-ce que c'est 1230 km? Ou est-ce que c'est 2370 km? Je vous mets le résultat très bientôt. 1, 2, allez, 2, 3 et 4. Le résultat. Hop, allez-y. Pendant cela, je vais vous chercher le diamètre d'Eris, le concurrent de Pluton, qui est en partie responsable de sa destitution. Ça, on pourra comparer. Et je m'en souviens jamais. Eris, non, mais c'est pas le personnage mythologique que je veux, c'est la planète naine. Voilà. Alors, je vous donne pas la réponse tout de suite, sinon ça va vous spoiler, pardon. Voilà, je l'ai. Eh ben, merci beaucoup, Justine 94 Et il doit rester peut-être encore le quiz d'il y a 2 semaines sur le replay de Twitch. Donc essayez de le faire si ça vous dit, si vous n'étiez pas là. Ça s'arrête au bout de 14 jours les replays Twitch. Donc je sais pas s'il est toujours. S'il est toujours, vous pouvez toujours le regarder encore. Alors, et c'est parti, la réponse était 2370 km. Et il se trouve que Eris, que l'on a trouvé en 2003, c'est ça? Attendez, 2000 combien? 2005. En 2005, eh bien, est à 2326 km, donc plus petite que Pluton. Il y a eu un débat au fur et à mesure que les mesures arrivaient, et effectivement, elle est plus petite que Pluton, mais ça reste comparable, et ce n'est pas la seule, et donc c'est pour ça qu'on a dû changer la définition, parce que ça faisait trop de planètes. Allez, on continue. Question 3.5. De quoi est composée majoritairement l'atmosphère de Pluton? De dioxyde de carbone, de diazote, d'eau ou de méthane? Sachant que Pluton, c'est assez rigolo parce que on a découvert son atmosphère et puis on s'est rendu compte que en fait sa pression baissait à mesure que Pluton s'éloignait du Soleil. Vous savez, on vous dit que les saisons sur la Terre, c'est pas du tout dû à la distance au Soleil, c'est dû à l'inclinaison de l'axe de la Terre qui est de 23 degrés. Par contre, sur Pluton qui se rapproche quand même de 2 milliards de kilomètres entre son point le plus éloigné et son point le plus proche du Soleil, entre 4 et 6 milliards de kilomètres, eh bien, les saisons sur Pluton, c'est surtout dû à cet éloignement. Et son atmosphère, en fait, se condense durant l'hiver, quasiment entièrement, sous forme de glace à la surface, et se sublime de nouveau, donc de solide à gaz, en été. Et donc, comme Pluton est en train de s'éloigner du Soleil actuellement, lors de sa découverte, je crois qu'elle était en devant de Neptune par rapport au Soleil, et après elle est repassée derrière. Donc elle s'éloigne, et on se rend compte que sa pression baisse. Mais drastiquement, quoi. Et quand il neige sur Pluton, c'est « Ah, il neige! Ah, je vais plus pouvoir respirer !» Voilà. C'est un peu ça l'idée, quoi. Alors bien sûr, toutes les réponses que j'ai mis là peuvent faire de la glace. Sinon, c'est pas drôle. Et de quelle glace s'agit-il? Est-ce que c'est de la glace carbonique? Est-ce que c'est de la glace d'azote? Est-ce que c'est de la glace d'eau? Ou est-ce que c'est de la glace de méthane, comme on peut en trouver sur Titan, par exemple? Ouais. Titan, c'est de la glace d'eau, de la glace de méthane, je crois. La glace carbonique, on peut en trouver sur Mars. Allez, je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Et puis, je vous montre le résultat. Allez, c'est parti. Et je vous montre. On y va. Ah, les températures des glaces ne sont pas les mêmes. La température de l'eau glacée, ça commence à 0 degré. Et le dioxyde de carbone, c'est moins 78 degrés. C'est pas tout à fait la même chose.
Donc effectivement, c'est du diazote qu'on peut respirer sur Pluton. Alors c'est pas toxique, hein, le diazote, puisque nous on en respire à 80% sur Terre. Par contre, ça manque d'oxygène. Ça manque d'oxygène, mais de toute façon ça manque de tout, puisque c'est une atmosphère très ténue. Et en général, pour les atmosphères ténues, on parle même d'exosphère. Voilà, c'est pas beaucoup de pression. Allez, c'est parti. On passe à la suite. Question 3.6. Comment l'atmosphère de Pluton a-t-elle été découverte en 1985 ? En 1985, Marty. Par des occultations stellaires, c'est-à-dire on regarde Pluton passer devant une étoile lointaine, par observation directe avec le télescope Hubble, lors du survol d'une sonde spatiale, ou par spectroscopie. Comment peut-on détecter une atmosphère ? Une atmosphère aussi ténue que ça. Quelle est la bonne méthode? C'est parti. Je vous laisse y réfléchir. C'est une méthode qui permet également de détecter des satellites et des anneaux. Et mesurer précisément le diamètre des objets que l'on observe. Très précisément. Alors. Elle dit c'était depuis un gros avion. Allez, je vais afficher le résultat. Hop. C'était par occultation stellaire, 1985. Ça a été ensuite confirmé l'année suivante. On observe effectivement des occultations stellaires des objets qu'on appelle transneptuniens, de la ceinture de Kuiper, et du nuage de Oort également, on espère. Parce que quand un objet comme Pluton, par exemple, va passer devant une étoile lointaine, eh bien, ça va éteindre l'étoile pendant qu'il passe devant. Parce que sa taille angulaire est plus grosse que celle de l'étoile, donc ça va l'éteindre complètement. Sauf que, eh bien, au début de la descente de lumière et à la fin de la remontée de la lumière de l'étoile, quand on fait la courbe au cours du temps, eh ben, on se rend compte que ça ne descend pas en marche d'escalier comme ce serait le cas. Vous pouvez essayer avec un bout de carton devant une lampe, s'il y a juste de la matière solide. Et comme il y a de l'atmosphère, eh bien, il y a toute une partie de la lumière qui va être réfractée par l'atmosphère de Pluton et diffusée par celle-ci, qui fait que la lumière de l'étoile ne baisse pas d'un coup, mais progressivement. Et on observe même des petits pics de réflexion de la lumière, de réfraction de la lumière, pardon. Donc la lumière qui remonte tout d'un coup durant la descente. Et ça, c'est dû aux couches d'inversion. C'est-à-dire les zones plus ou moins denses dans l'atmosphère de Pluton, comme on peut en trouver sur la Terre, à différentes altitudes. Entre, je sais pas moi, la troposphère, la mésosphère, etc. Et donc on a découvert plein de choses. Et ça permet également de mesurer avec grande précision au kilomètre près la taille de Pluton. On peut également, grâce à ça, trouver des satellites de Pluton. Ça fait des petites baisses de lumière juste avant ou juste après l'occultation. Et si on a exactement la même baisse de lumière avant et après, eh ben, on a trouvé des anneaux. Voilà. C'est magnifique. Ah oui, j'ai vu une conférence sur le sujet, je vois clairement maintenant. On voit moins clairement l'étoile par contre pendant l'occultation. Et la lumière fut. C'est ça. Ouais, on peut avoir une idée extrêmement précise de l'atmosphère. Et selon la forme de la baisse de luminosité, si tu compares à différents moments, eh ben, tu peux avoir une information sur la pression dans l'atmosphère et la variation de cette pression. C'est très très important les occultations. D'autant plus que tu peux détecter des objets qui sont dans la ceinture de Kuiper, qui font quelques centaines de mètres de diamètre, qui sont à plusieurs dizaines d'unités astronomiques du Soleil, donc à plusieurs dizaines de milliards de kilomètres du Soleil, hein, même sans aucun problème, tu peux les détecter. Et alors que si tu voulais les détecter avec le télescope Hubble, en regardant comme ça à pleine balle, eh bien ce serait magnitude 50. Et l'œil humain, il va jusqu'à magnitude 6 à l'œil nu. Dans un télescope d'amateur, vous pouvez jusqu'à magnitude 14. Grosso modo, c'est Pluton, quoi, la limite. Voilà. Hubble, il va jusqu'à 27. Et même avec un très long temps de pause de plusieurs heures, c'est magnitude 27. Magnitude 50, il faut vraiment y aller, quoi. Donc les occultations stellaires sont actuellement la seule méthode possible pour observer des objets de la ceinture de Kuiper qui sont petits.
Et la seule méthode possible, à moins d'envoyer une sonde bien sûr, pour avoir des mesures précises dessus. Allez, on continue. On fera peut-être pas la manche 4 ce soir, je la garderai pour la prochaine fois, parce qu'il est tard. Par contre, on va finir cette manche-là. Question 3.7. En quelle année Pluton et ses lunes ont été-elles survolées par la sonde New Horizons? Est-ce que c'était en 1986? Est-ce que c'était en 1997? Est-ce que c'était en 2015? Ou en 2004? Alors, je prépare la question. 1, 2, 3 et 4. Hop, et nous y voilà. C'est tout petit 50, c'est ça. Plus c'est positif, plus c'est faible. Le soleil, c'est moins 27 de magnitude, et je vous déconseille de le regarder, hein, parce que même quelques secondes, ça peut vous brûler la rétine gravement. Ne faites surtout pas ça. La lune, c'est moins 13, la pleine lune, et déjà, dans un télescope, la pleine lune, ça fait mal aux yeux. Pas dangereux, mais ça fait mal aux yeux, vous êtes ébloui quand on met en général des filtres lunaires pour atténuer un petit peu la lumière de la lune, ou alors on utilise un écran à distance de l'oculaire pour projeter la lune dessus, ça réduit aussi son intensité lumineuse. Et puis après, l'étoile la plus brillante du ciel, c'est moins 1, Sirius. Vega, c'est 0, c'est la référence. Et puis les planètes, il y a Vénus qui peut aller jusqu'à moins 4 de magnitude selon sa distance à la Terre. Et sa phase, puisqu'effectivement, on peut avoir un plein Vénus ou un croissant de Vénus selon sa position autour du Soleil par rapport à nous. Voilà un petit peu les valeurs que vous pouvez trouver en termes de magnitude. Alors, résultat. Question 3.7, je vais afficher les résultats. C'est parti, pouf! Et c'était la réponse 3, 2015. Effectivement, c'était en 2015. Et en 2014, on a eu la sonde Dawn autour de Cérès. Vesta puis Cérès. Elle s'est mise en orbite autour de Vesta puis Cérès. Et 2015, New Horizons s'est passé à 52 000 km/h à travers le plan équatorial de Pluton. Heureusement, on a fait des recherches pour savoir s'il n'y avait pas des anneaux de débris, hein, parce que comme Pluton a 5 satellites, c'était possible avec des collisions. Et heureusement non, donc elle n'a rien percuté. Mais elle est passée à fond la caisse et à 10 000 km de Pluton, je crois, à peu près, au plus près. Et donc elle a photographié ses lunes, Pluton. Non, ses lunes, c'est Pluton. Pluton, il y a Charon, qui est sa plus grosse lune, avec laquelle elle est en synchronicité parfaite, c'est-à-dire que Pluton tourne aussi vite sur elle-même que Charon sur elle-même et que Charon autour de Pluton. C'est plutôt, elles se tournent plutôt comme ça autour, hein, parce que elles ont presque la même masse, la même taille, donc le centre de rotation, il est un peu en dehors de Pluton. Comme Jupiter est assez massive, elle ne tourne pas exactement autour du centre du Soleil, mais un petit peu en dehors du Soleil. Le barycentre, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ensuite, il y a Nyx, Hydra, Kerberos et Styx. Pluton, c'est le dieu des enfers. Charon, c'est le passeur. Styx, c'est le fleuve qu'il faut traverser. Kerberos, c'est le Cerbère, c'est le gardien de la porte des enfers. Nyx, c'est la nuit. Et Hydra, je ne sais plus. Mais voilà, c'est pas très gai. Et pourtant, sur Pluton, il y a un joli cœur, qui est la région qu'on a dénommée Clyde Tombaugh et qui est âgée d'une centaine de millions d'années seulement, alors qu'on pensait que Pluton était un astre mort, car très loin du Soleil et tout petit. Mais apparemment, il y a une activité glaciologique, en tout cas à sa surface, avec des plaques de glace qui se renouvellent, même des cratères qui se remplissent de glace avec la condensation de l'atmosphère, probablement. Donc Pluton est un monde encore vivant, hein, c'est très étonnant. Il y a même des astronomes qui pensent que peut-être qu'il y a un océan d'eau liquide sous la surface de Pluton, comme sous la surface de beaucoup de corps glacés du fin fond du système solaire. Et donc peut-être que Pluton n'est pas un enfer tant que ça, peut-être même qu'il y a des choses qui se baladent dedans, on ne sait pas, et c'est très intéressant. Allez, dernière question pour cette soirée. Question 3.8. Question rigolote pour la fin. 50 ans jour pour jour après le premier survol planétaire, celui de Mars par Minor 4. Ah, c'est rigolo ça, Péborel comme info. Merci. Question 3.8. Lequel de ces noms n'est pas celui d'une formation à la surface de Charon? Est-ce que c'est Mordor Macula? Est-ce que c'est Nemo, comme le capitaine Nemo? Est-ce que c'est Kubrick Mons, comme Stanley Kubrick? Ou est-ce que c'est Yoda, comme Yoda? Alors, je vous prépare la question. Et là, vous vous dites, oh, elle a mis des blagues, mais il n'y a que des blagues. Eh ben, peut-être pas. C'est à vous de me le dire. Lâchez-vous, c'est la dernière question. Ne trichez pas, surtout. Ne trichez pas, sinon je vous vois.
sur Charon. Quelle n'en est pas une? Ah, je vois que les gens sont frileux là. Tu sais pour une réponse que c'est vrai les autres au pif. Si la question était inversée, s'il y avait qu'un seul nom réel, ça aurait été plus facile. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Tu ne votes pas, aucune idée? Ah, la réponse va vous surprendre. La réponse était Yoda. Il n'y a pas de formation qui s'appelle Yoda sur Charon. Par contre, il y a Luke Skywalker et Darth Vader. Et oui, parce que les planétologues de la NASA se sont bien amusés. Et ils ont proposé plein de noms à l'Union astronomique internationale lorsque la sonde est passée. Et souvent, en fait, avant, on donnait des noms de la mythologie grecque et romaine au corps du système solaire. Et actuellement, on commence à donner des noms mythologiques d'autres civilisations. Comme par exemple Omea, qui est un autre objet transneptunien, une autre planète naine. Je ne sais plus de quel peuple c'est, mais en tout cas, c'est pas du tout des mythologies qu'on utilisait avant. Et également de la culture populaire d'aujourd'hui, en plus des noms d'astronomes célèbres. Voilà, la culture d'aujourd'hui fait partie de la culture. Hein. Dans 2000 ans, ce sera la mythologie. Hein. Voilà, on ne sait pas quels écrits resteront dans 2000 ans. Depuis l'Antiquité grecque, les écrits qui nous sont parvenus, c'est ceux qui ont survécu en fait, hein, de tous les incendies, de toutes les guerres et tout ça. Et il y a peut-être des super écrits qui ont disparu et dont on ne saura jamais rien. Et pareil, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que le Seigneur des Anneaux deviendra un écrit sacré dans 2000 ans. Je ne sais pas, hein, peut-être ce sera la seule chose qui subsistera, peut-être que ce sera des choses meilleures, des choses plus nulles. On ne sait pas encore. On ne sait pas ce qui restera de nous dans 2000 ans, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de mettre un petit peu de culture populaire dans tout ça. Et donc, Mordor Macula existe réellement. C'est une grosse zone, un gros cratère rougi au pôle, je ne sais plus si c'est pôle nord ou pôle sud de Charon. Le cratère Nemo existe également et les montagnes Kubrick Mons existent également. Et oui, ils se sont bien amusés. Alors, il se trouve que l'Union astronomique internationale a quand même suivi, dans certains cas, en tout cas pour l'instant, le cratère Nemo a été validé par l'Union astronomique internationale et Kubrick Mons également. Vous pouvez trouver la liste sur Wikipédia, c'est assez rigolo de voir qu'il y a pas mal de private jokes des astronomes de la NASA qui ont été validés par la communauté internationale. Voilà. Tu pensais qu'il y avait Yoda. Voilà, ouais, écoutez, donnez-moi votre score sur 8 et puis sur 24. Sur 24, et puis je garde la quatrième manche pour la prochaine fois parce que ça fait quand même longtemps qu'on est en stream. On a pris notre temps. Alors sur 24, ça vous fait combien du coup? Bravo pour vos scores sur 8 en tout cas. Quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça vachement bien, ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis dit, tiens, ils ont réussi à faire passer des blagues pour un truc sérieux, et c'est passé, c'est rigolo. 19 sur 24, c'est bien, Péborel, bravo. Donc je garde la prochaine la manche d'après pour une prochaine fois. Je pense qu'on va passer à 3 manches, parce que cache-manche, c'est vraiment long. C'est pas grave, si t'as pas compté, Sinerta, j'espère que t'as passé un bon moment, que t'as appris des choses. C'est ça qui compte. Merci à toutes et tous d'avoir joué. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses. Sur YouTube, si vous avez suivi le quiz et si vous avez mis des pauses à chaque fois pour répondre aux questions, j'espère que vous avez également participé et que vous avez appris des choses. Il y a des gens qui regardent en live actuellement, j'espère que vous avez appris des choses en regardant les gens jouer. Peut-être que vous avez joué de votre côté sans participer au sondage. J'espère que si vous avez joué en famille, j'espère que ça vous a amusé. Merci Lolilol 6789. Et puis dites-moi hein, si vous voulez un quiz numéro 6, hein, on en fera peut-être d'autres, hein, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez également des idées de format de médiation, autres que des jeux ou des séances de planétarium, des quiz, ce genre de choses, dites-le nous en commentaire sur le Twitter du planétarium, tout simplement, et puis peut-être qu'on s'en inspirera pour proposer d'autres sortes de contenus. Si vous connaissez un jeu qui est très très cool à faire en live, dites-le nous aussi. Si vous avez des envies particulières de voir des médiateurs vous raconter des choses sur certains sujets, allez-y aussi, hein, voilà.
C'est toujours souriant et ça fait du bien. Et j'espère que mes petites blagues vous plaisent, j'espère que mes petits pièges dans les questions vous plaisent aussi. Voilà, allez, je vais couper l'enregistrement. À bientôt sur YouTube.